sur 2 heures de topo. Et on va parler de choses très intéressantes, un peu rébarbatives à des moments, donc je compte sur vous pour aller vite à ces moments-là. Alors, je ne vais pas parler de dialyse bas débit, parce que je pense qu'on peut tous savoir que la dialyse bas débit, on n'en fait plus. Et donc, on va parler de online HDF et hémodialyse au flux. Est-ce qu'on peut encore les comparer? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est un topo qui a déjà été fait? Évidemment, de nombreuses fois depuis 20 ans. Et je voulais un petit peu réactualiser tout ça. Alors, on ne peut pas parler d'HDF et d'HD sans parler évidemment des bases de la dialyse. Donc, on a les méchants, les toxinurémiques, qu'on va chercher à éliminer. Désolé, je suis dans un peu dessin animé avec les enfants. Et on a les super-héros qui sont les infirmières de dialyse, les infirmiers, et les machines de dialyse avec leur membrane semi-perméable. Hein? Et les néphrologues. Mais vu qu'on est en minorité, alors, un petit rappel du diagnostic que vous avez certainement tous vu, c'est les différents poids moléculaires des différentes toxines urémiques. Et puis alors dans ces ennemis, dans les toxines urémiques, il y en a certaines qui vont un peu nous poser des soucis parce que c'est un peu les espions qui sont collés aux protéines et dont à l'albumine. Et donc les principaux identifiés ces dernières années qui sont très difficiles à éliminer, c'est l'indosylsulfate et le on en reparlera un petit peu après. Alors, c'est là que j'ai besoin de vous. Le principe physique élémentaire de l'hémodialyse, d'une seule voie. Non, j'avais dit participer. Sinon, on en a pour 20 minutes supplémentaires. La diffusion. Merci. Et pour l'hémodiafiltration? Alors, ok. Ah oui, pardon. Et la dernière question, les gradients concernés? Pour la diffusion, c'est facile, c'est la concentration. Et puis pour l'hémodiafiltration, la convection, ça repose sur quel principe? Un gradient de... Merci, la pression. Sans jeu de mots. Alors, du coup, je passe très vite sur la loi de Fick, parce que du coup, vous êtes très bon, ça m'arrange bien, on va gagner 10 minutes. Et puis, donc, là, c'est des schémas de rappel qu'on trouve dans tous les cours que vous avez eu, que vous n'avez pas eu d'ailleurs, sur la convection et la diffusion, à travers une membrane semi-perméable. Donc, le but, c'était pas de refaire forcément de la théorie pure et dure, c'était de remettre un petit peu des schémas pour illustrer ces images. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la différence entre la diffusion passive finalement et la convection active en termes de processus? Je vois un oui général. Ça c'est une diapositive que j'ai piqué un petit peu dans les vieux cours de la FIDTN qu'une vieille infirmière avait réussi à avoir il y a quelques années. Ça se fait plus trop maintenant. Donc c'était pour schématiser l'hémodialyse à bas débit avec une perméabilité membranaire qui était relativement limitée. Ensuite on est passé en séquence temporelle de l'histoire de la dialyse, on ne va pas tout refaire, mais avec l'hémodialyse au débit, avec des membranes beaucoup plus performantes, et puis maintenant qu'on a l'HDF, on peut appliquer un gradient de pression sur notre membrane qui va nous permettre d'hémofiltrer encore mieux a priori, au moins en théorie. Alors après je vous ai mis une petite photo. Pareil, une vieille photo, mais qui est assez parlante, d'un montage finalement d'un artificiel dans une machine de dialyse, où quand même le principe est très simple, mais on a le sang qui arrive de ce côté-là et qui ressort de l'autre, et on a le dialysat qui va circuler à contre-courant au sein de notre artificiel, et quand on fait une technique de dialyse qui s'appelle l'hémodiafiltration, et à votre avis, si on fait une réinjection ici, ça s'appelle une post-dilution. Très bien. Alors du coup, moi, j'ai une image un peu plus parlante pour moi. Je vous avais mis la tasse à café. L'image de la tasse à café, c'est celle qui est reprise dans les cours de la FIDTN. C'est en fait, on met un sucre dans le café et on ne mélange pas. Le sucre, il ne va pas se diffuser uniformément dans la tasse. Le café, quand on va boire, il ne va pas être très sucré. Bon, je ne sais pas maintenant le truc, mais quand on mélange avec une cuillère, on va faire ce mouvement de convection et on va faire diffuser le sucre uniformément dans la tasse et le café va être sucré uniformément. C'est un peu l'image que je reprends avec la rivière, avec
une rivière avec un courant faible. On imagine le sable, les dépôts, les petits graviers qui circulent dedans à très basse vitesse. Et par contre, quand on a un torrent, une rivière avec de fortes précipitations, on va bien comprendre qu'avec ce courant, on va avoir une circulation des déchets, le sable, les graviers, et dans notre analogie, les toxines urémiques, qui vont être beaucoup plus mobilisés et filtrés par notre membrane quand on va l'appliquer. Alors encore des rappels rébarbatifs, j'essaie de les étaler un petit peu. Ça, c'est les coefficients de tamisage, les transmittances. Pareil, on a tous vu déjà ces diapositives théoriques sur quelles sont les capacités de tamisage, de transmittance de nos membranes artificielles, de nos dialyseurs. Donc ça, c'était à l'époque les membranes à bas flux, qu'on a encore sur le marché, mais qu'on utilise de moins en moins. Et avec ce coefficient de tamisage, en fonction du poids moléculaire qui augmente, ce tamisage qui baisse. Et on a nos toxines urémiques, évidemment, avec des poids moléculaires de plus en plus grands. On a l'albumine qui est ici à 69 000 Dalton, et nos nouvelles membranes à flux avec un coefficient de tamisage qui est plutôt excellent et qui se rapproche des pointillés ici. Et à votre avis, les pointillés, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est notre membrane nasale globérulaire rénale, le membrane natif. Alors, les définitions pour les membranes, elles seront importantes pour la suite du topo, mais j'en reparle très rapidement pour vous montrer un petit peu leur classification. Alors, la classification des membranes à haute perméabilité, c'est à partir d'un CUF, d'ultrafiltration en litres par mercure et par heure, et le cutoff admis, c'est 30. Pour définir qu'une membrane est de haute perméabilité. Et on a d'autres critères, effectivement, qui rentrent en ligne de compte, dont les critères d'épuration aussi de la bêta de microglobuline, entre autres. J'y reviendrai un petit peu après. C'était pour refixer un petit peu les choses. Quand on est en dessous, on ne peut pas faire d'HDF. Les membranes ne sont pas assez performantes. À partir de là, on peut faire de l'HDF. Alors, du coup, schéma simplifié. Donc un traitement par hémodialyse classique. Le sang arrive dans le rein, ressort par ici. Le dialysat circule à contre-courant. Ici, on a un transfert par hémodiafiltration. Et du coup, c'est quelle hémodiafiltration, celle-là? Ça y est, ils sont endormis. J'ai raté. Post, merci. Alors, est-ce qu'il y a encore débat? Est-ce que l'HDF, qui sont meilleurs théoriquement et physiologiquement pour les patients, est-ce qu'elle a donné des preuves de son efficacité par rapport à l'hémodialyse? Donc ça, c'est une discussion qui est présente bien avant que je fasse de la néphrologie. Et il y a beaucoup d'études rétrospectives qui existent sur ces données-là, entre on va dire, la fin des années 90 et les années 2000, et qui ont occasionné beaucoup de débats. Je me souviens, quand j'ai commencé la néphrologie, on faisait encore des controverses avec des gens qui se chamaillaient sur est-ce que l'HDF est meilleur que l'HD et inversement. Et c'était très intéressant à entendre parce qu'il y avait des arguments qui étaient toujours très diverses et c'était plaisant comme présentation. Alors j'aurais bien aimé refaire un truc comme ça un peu moderne, mais je vais casser un peu le suspense. L'HDF a quand même montré une nette supériorité. Donc toutes ces controverses, elles ont essayé d'être un peu déjouées, d'être, on va dire, la preuve de l'efficacité de l'HDF théorique, elle est là, et après, en pratique, il faut pouvoir l'appliquer sur des patients, et qu'est-ce que ça leur apporte, finalement, de faire une technique qui paraît meilleure sur le papier? Est-ce que vraiment les effets cliniques sont pertinents? Et donc c'est toutes ces études, qui cette fois ne sont pas des études rétrospectives, mais des études prospectives randomisées, dont la dernière en date Convince, enfin il y a H4RT qui va sortir courant 2025, qui va nous apporter encore d'autres résultats. Mais ça, c'est vraiment les dernières actualités des dernières années. Et alors, du coup, on peut les prendre individuellement et toutes les détailler, et ça prendrait à peu près 1 heure ou 2 heures de plus. Donc on va faire une méta-analyse de toutes ces études randomisées, ce qui est quand même beaucoup plus synthétique, et qui va nous apporter des informations beaucoup plus puissantes en termes de statistiques. Donc la dernière en date de ces méta-analyses d'essais thérapeutiques randomisés, qui comparent l'HDF versus l'hémodialyse à haut flux, on est d'accord, parce que l'hémodialyse à bas flux, ça serait quand même introduire un biais certain. Ça date de septembre l'année dernière. Et alors du coup, cette méta-analyse, elle montre que sur un effet, un critère dur, pas juste on a pu épurer l'urée, on a pu épurer la bêta de microglobuline, d'autres molécules, d'autres toxines urémiques, c'est qu'est-ce que ça donne en termes de mortalité pour les patients. Et donc, dans cette étude,
l'hémodialyse online, l'HDF post-dilution, puisque dans toutes ces études, c'était l'HDF post qui avait été utilisé, réduisait significativement le risque de mortalité cardiovasculaire en 2 à 4 ans de traitement pour ces patients-là de 3%. Pour la mortalité toute cause, les résultats étaient encore meilleurs parce que ça réduisait le risque de décès de 5%. C'est à partir de là que on peut penser que l'hémodialyse l'hémodiafiltration post-dilutionnelle a quand même des critères d'efficacité clinique pertinents, durs pour nos patients. Et donc ils ont même calculé dans cette méta-analyse qu'il faudrait traiter à peu près 20 patients pendant la durée d'observation de l'étude, c'est-à-dire 2 à 3 ans, pour prévenir un mort en moins tous les 2 à 3 ans, quand on est en HDF versus l'HD. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce serait trop simple, ce serait pas marrant. Alors il y a d'autres résultats quand même qui sont pertinents cliniquement d'évoquer, et qui ne sont pas que de la mortalité, dont les chiffres d'ailleurs peuvent être un petit peu remis en question par certaines équipes. Et donc c'est intéressant aussi de savoir ce que ça donne sur la qualité de vie des patients et sur d'autres critères durs, on va dire, cliniques pertinents. Donc déjà, une meilleure tolérance hémodynamique des séances de dialyse, ça a été montré depuis longtemps. Un meilleur rendement des doses de DO, des meilleurs critères nutritionnels, une meilleure régulation des cytokines pro-inflammatoires, une meilleure préservation du coup de la fonction rénale résiduelle, tout ça évidemment c'est très impliqué entre eux, et une meilleure homéostasie phosphocalcique. Et j'en oublie certainement, mais voilà, c'est déjà pas mal. Alors du coup, est-ce qu'on peut encore avoir des réserves de l'HDF versus l'HD? Alors, on peut aussi critiquer ces analyses en disant que ça repose que sur des essais thérapeutiques randomisés, pour la plupart en double aveugle ou en simple aveugle, avec un traitement des données spécifiques. Mais du coup, des suivis aussi beaucoup plus spécifiques. Et est-ce que ça représente vraiment la vraie vie de ce qui se passe dans les centres d'hémodialyse? Probablement pas. Tout le monde est à peu près d'accord. Donc même dans ceux qui sont convaincus que l'HDF est meilleur que l'hémodialyse, dont M. Cano, ils ont quand même fait des analyses, de méta-analyses, et des analyses de cohorte de vraie vie. Et donc la dernière en date, c'est celle qui est sortie le mois dernier, et qui est très intéressante. Ils ont tous les essais thérapeutiques randomisés des 20 dernières années, essais randomisés, qui comparent l'HDF à l'HD. Et ils ont comparé aussi toutes les cohortes rétrospectives ou prospectives dans le monde entier. Ça représente beaucoup de patients. Et ils ont comparé, tout ça c'était des cohortes qui avaient été faites, on pouvait comparer l'HDF versus l'HD, pour dire grosse masse de données. Et donc voilà, la méta-analyse de ces méta-analyses, finalement, ou l'analyse de ces méta-analyses, c'est 4100 patients à peu près, dans les études qui confirment les effets bénéfiques de l'HDF, avec une réduction de la mortalité toute cause et de la mortalité cardiovasculaire qui était très significative. Et dans les analyses qui comportaient seulement sur les cohortes dites de vraie vie, ça fait 537 000 patients dans le monde, ils montraient que l'HDF était associé également à un bénéfice très significatif sur la mortalité des patients. Alors, vous êtes convaincus? Alors, des meilleurs résultats, mais avec quels critères de mise en œuvre, on va dire, de l'HDF? Parce que quand on parle d'HDF, c'est une technique en elle-même, il y a des critères à régler et des volumes à respecter, des coefficients, des calculs à vérifier pour savoir si on fait de l'HDF finalement avec des volumes convectifs bas ou avec des volumes convectifs hauts. Ça va être plutôt ça la principale différence. Et c'est ça qui explique que pendant longtemps, il y a eu des débats encore sur la supériorité ou pas de l'HDF. C'était parce qu'il y avait de l'HDF à bas volume convectif qui était faite et qui était comparée et qui finalement ne donnait pas vraiment de résultats meilleurs que l'HD parce que finalement c'était de l'HDF mais juste avec un débit de substitution mineur. Donc les critères retenus pour faire de l'HDF post-dilutionnel efficace et qui va apporter une plus-value en termes de mortalité pour les patients, ça va être déjà d'utiliser que des membranes de haute perméabilité, voire très haute perméabilité, donc des cuves supérieures à 30, des grandes surfaces corporelles, c'est pas la peine d'aller faire de l'HDF post chez un patient qui fait 1m80 et 70 kg avec des surfaces à 1,5 m², coefficient de tamisage de la bêta-2-microglobuline supérieur à 0,6, sans fuite d'albumine, ça c'est très important pour garder les critères d'efficacité sur les critères secondaires en termes de nutrition et de paramètres physiques pour les patients. Donc on retient moins de 5 grammes de perte par séance de dialyse.
Des débits sanguins qui évidemment doivent être hauts, et on va y revenir juste un petit peu après, en général 350 à 400 000 par minute, et surtout des volumes convectifs suffisants. Donc il y a eu pas mal d'études ces dernières années sur ces volumes convectifs, à partir de quel seuil on peut considérer que l'HDF post est efficace et va nous permettre d'obtenir le bénéfice qu'on attend de ces études. Alors il y a des débats, mais globalement c'est 23,1 litres, ou si on veut simplifier, c'est 23 litres, mais rapporté à 1,73 m². Et dans des études qu'on comparait jusqu'à 30 litres par volume convectif total par séance, ils étaient montés jusqu'à 30 litres et ont montré un bénéfice qui était pas linéaire, mais qui commençait à s'amuser et à s'éteindre après 30 litres de substitution. Déjà, il faut y arriver. Une anticoagulation, ça c'est très important, les anticoagulants, parce que du coup, je vous expliquerai juste un petit peu après pourquoi, mais sinon notre membrane, qui a un superflu et une très haute perméabilité, et ben, en fait, elle va perdre en efficacité et elle ne va pas nous épurer les molécules comme on voudrait si on ne fait pas une bonne anticoagulation du circuit. Et puis, un paramètre qui est hyper important, et dont moi, j'entendais pas beaucoup parler avant, mais en fait, en demandant aux infirmières ce qui les embête avec l'HDF, et ben, c'était ce paramètre-là qui ressortait à chaque fois, c'est le fameux QF sur QB, QUF sur... enfin, c'est le débit d'ultrafiltration sur le débit sanguin, quoi. Donc, on va y revenir un petit peu plus en détail. Et ensuite, la dose de dialyse, évidemment, il y a des calculs d'adéquation qui existent et qui peuvent être appliqués à l'HDF post-dilutionnel, qui sont probablement un peu différents que les doses de dialyse classiques qui étaient bien décrites depuis 20 ans dans l'hémodialyse conventionnelle. Et de plus en plus, mais ça c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, on parle de KT sur V standardisé hebdomadaire et non plus de KT sur V par séance. Alors les risques de l'HDF post-dilution. Il y a un paramètre qu'il faut bien comprendre, c'est purement physico-chimique. Alors du coup c'est chiant, je vais essayer de faire simple, mais c'est pas évident à expliquer. Alors je demande toute votre attention. Dans notre débit sanguin, on va se dire qu'on tourne à 400 000 par minute, on a une bonne fistule. Il faut savoir qu'on ne va pas pouvoir filtrer 100% de ce sang qui passe à travers notre membrane. Pourquoi? Parce que dans notre sang, il n'y a pas que de l'eau plasmatique, comme on appelle ça, il y a surtout des protéines et des cellules. Donc on va avoir une hématocrite, vraiment, le pourcentage de cellules dans le sang, qui va faire qu'on va être limité pour faire passer 400 ml par minute dans le rein. En fait, en vrai, la fraction filtrée, elle ne va pas être de 400 ml par minute. Elle va être bien moins. Et donc l'idée de ma diapositive, c'est de montrer que dans notre débit sanguin, on a à peu près 60% de débit d'eau plasmatique. Évidemment, il y a une petite variation qui est liée à l'hématocrite et la protéinémie de chaque patient. Et parmi ces 60% de plasmatique, on va pouvoir faire, en moyenne, sur tous les hémodialyseurs modernes de flux et très haut flux, 50% de fraction filtrée de cette eau plasmatique environ. Donc partant de ce principe-là, on comprend bien qu'on va avoir un problème à un moment donné. Imaginons qu'à l'entrée de notre dialyseur, notre sang, il a 30% d'hématocrite en préfiltre et 60 grammes de protides grammes par litre. On va dialyser, on va l'hémoconcentrer tout au long, parce qu'on va faire passer notre eau plasmatique côté du dialysat, et notre réinjection de notre volume de substitution post-dilutionnelle arrivera bien après. Donc là, le sang, il va se concentrer tout au long de son trajet dans notre rein artificiel. Et à la sortie ici, il va être à peu près à 45% d'hématocrite et 126 grammes par litre de protéinémie. Autant dire que sur les micropores capillaires de nos membranes de supéroflux, et du coup, il va y avoir ce qu'on appelle le phénomène du protein cake, c'est-à-dire en fait une espèce d'agglomérat de protéines qui se sont écrasées entre elles et qui se sont agglomérées et qui évidemment vont empêcher à la fin de notre rein artificiel de faire la diffusion et la convection qu'on attendrait de notre rein artificiel. Donc c'est ce phénomène-là d'hémoconcentration majeure qui va nous limiter finalement la qualité de la dialyse. Et des fois on va avoir des bons débits toute la séance, et puis à un moment donné ça va coaguler d'un coup. Pourquoi? Parce qu'on a fait ça. Et encore pire, je dirais, parce que hormis le fait de perdre un circuit, de remonter une machine, le temps que ça prend, etc., il y a le fait que du coup, à la sortie ici, les cellules qui restent et qui vont repartir dans la circulation du patient, elles sont totalement dénaturées. Pour dire ça poliment, il faut imaginer qu'avec la pression oncotique
qui va passer de 60 à 126 et l'hématocrit de 30 à 45%, nos cellules vont être complètement écrasées par ces pressions hydrostatiques et oncotiques. Et donc du coup, il y aura certainement finalement presque de l'hémolyse secondaire qui va être générée en post-filtre et qui va faire que finalement on va devoir réaliser des déchets comme le potassium en passant le sang quand il va repasser la deuxième fois. Vous avez compris l'idée. Donc voilà un petit peu le truc qui était difficile à expliquer et que à chaque fois on s'interroge en termes de pratique au niveau du réglage des machines. Alors moi j'ai un départ d'une école où c'est la machine qui gère tout. Il y a des super machines, on dira les marques aujourd'hui, qui du coup gèrent elles-mêmes le QF sur QB et voire même les machines qui gèrent la pression transmembranaire en direct, qui s'adaptent au fur et à mesure en fonction de la pression. Bon, ce n'est pas le cas de toutes les machines, et au sein de Santélis, il y a une assez diversité des marques et des machines, c'est très bien, mais voilà, il y en a avec lesquelles il ne faut pas jouer avec certains paramètres. Pourquoi? Parce que il y a certains de mes collègues, et moi le premier, on est tenté, pour atteindre notre cible de 23 litres par séance de convection, de dire, ah bah, on a juste à augmenter notre QF sur QB, on va faire un peu plus de post-dilution, on va réinjecter un peu plus, et puis à la fin, notre volume, c'est bon, on va arriver facilement aux 25 litres, 30 litres, enfin, ce qu'on veut. Sauf que, on va s'exposer à ce problème-là. Alors, si on a du bol, on coagule pas. C'est pas très grave, finalement. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est que pour la circulation du patient et la dose convective délivrée, en réel, elle est bien plus faible que si on avait tourné avec des pourcentages de filtration qui sont dans les normes. Pourquoi? Parce que du coup, on va maintenir un gradient de pression transcapillaire, glomérulaire, on n'est pas dans les reins, on est dans le rein artificiel, on va maintenir un gradient de pression entre notre sang et notre dialysat, et on va continuer à faire des échanges diffusifs et convectifs efficaces pendant toute la séance. Si on veut faire des pressions trop fortes et des ratios trop importants dès le départ, finalement on va saturer le micropore de notre artificiel. Au mieux, on ne coagulera pas, mais dans tous les cas, on perdra en efficacité tout au long de la séance de dialyse. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et c'est pas fini.